Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Front National et vous avez d'ailleurs été réélue triomphalement il y a tout juste une semaine avec 100% des voix des militants et c'est votre première longue émission depuis votre réélection. On va évidemment parler toutes les deux de l'actualité politique et du Front National. C'est ensuite Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business, qui viendra vous interroger pour Question d'écho. BFM Business, où vous pouvez nous suivre en direct côté BFM Business Radio et vous pouvez nous réécouter en intégralité à 22 h côté télé ce soir. C'est ensuite Emmanuel Beretta, qui est le rédacteur en chef du service politique du journal Le Point, qui viendra prendre un peu de recul et pour cette fameuse séquence Marine contre Le Pen et s'interroger notamment sur savoir si vous êtes plutôt d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou un peu des deux. On va commencer... Ou aucun des deux. Ou aucun des deux, je vous laisserai libre de répondre. On va commencer par Créteil. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était à Créteil ce matin, après la très violente agression cette semaine contre un couple juif, et il a déclaré qu'il voulait faire de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, je cite, une cause nationale. Est-ce que vous en êtes ? C'est-à-dire que je suis un peu gêné parce que je sais très bien que depuis 35 ans, on nous refait le coup de manière régulière. Quand les socialistes sont en situation difficile politiquement, ils se servent de cet axe politique avec gourmandise. Une gourmandise qui me met un peu la nausée d'ailleurs, car je pense que ce qui est en train de se dérouler est grave et que cette utilisation électoraliste, de la même manière que Mitterrand l'avait fait en son temps avec SOS Racisme, etc., laisse quand même un goût amer. C'est de la récupération. Et c'est clairement de la récupération, c'est surtout un aveu terrible d'échec, car parlons donc de l'antisémitisme. Oui. Cela fait 15 ans que monte dans notre pays un antisémitisme qui est la conséquence de l'imprégnation de populations d'origine étrangère, leur imprégnation par le fondamentalisme islamiste. On le sait. Les propos qui sont tenus dans des mosquées sont inadmissibles. Je me souviens qu'en 2012, c'est grâce au Front National qu'on avait empêché la venue de 4 prédicateurs qui appelaient à la mort des Juifs au congrès de l'UOIF. Pour vous, l'antisémitisme est directement lié à l'islam ? Écoutez, c'est clair. Tous nos compatriotes juifs le savent pertinemment. Et je vais vous dire, quand j'entends les propos tenus par M. Kuckerman du CRIF, qui semble faire un parallèle entre la charia et le Front National, je trouve ces propos insultants, ignoble à l'égard des 25% de Français qui votent pour le Front National. Et je lui rappelle que s'il y a bien quelqu'un qui a lutté contre la charia et le fondamentalisme en France depuis des années, c'est le Front National. On n'a pas beaucoup vu les dirigeants du CRIF dans ce débat et dans ce combat. Alors qu'ils arrêtent un peu ce genre d'insultes et qu'ils se mettent véritablement à poser les vraies questions pour lutter réellement contre la montée de l'antisémitisme. Eh bien la vraie question c'est ça, c'est la montée du fondamentalisme dans notre pays. Vous le savez très bien, ce fondamentalisme, il appelle au meurtre et à la haine des juifs, des chrétiens et même d'ailleurs de ceux qui ne croient pas. Je suis désolé, j'ai bien vu quand il y a eu l'affaire Mera, ceux qui espéraient qu'on découvre que ce soit quelqu'un d'extrême droite, eh ben non, c'était pas quelqu'un d'extrême droite. J'ai bien vu au moment de l'affaire Nemouche des gens qui espéraient que ce soit quelqu'un d'extrême droite, eh bien non, c'était pas quelqu'un d'extrême droite. Je veux dire, est-ce qu'on va finir par regarder la réalité en face pour trouver des solutions à ce qui inquiète profondément nos compatriotes juifs, ce que je comprends très bien et ce qu'évidemment je dénonce, semble-t-il, dans le désert quand même depuis des années. Vous dénoncez, mais quelle est la solution? Mais la solution, c'est de lutter contre le fondamentalisme. Mais comment? Mais avec une gigantesque fermeté. La solution, c'est d'abord d'arrêter l'immigration, car plus il y a d'immigration anarchique... Donc pour vous, il y a un lien direct entre l'immigration et l'antisémitisme. Mais plus le fondamentalisme prospère, madame. C'est un fait. C'est une situation que personne ne peut nier. Deuxièmement, lutter contre le fondamentalisme, c'est lutter contre le communautarisme. Or, ça n'est pas fait dans notre pays. C'est aller dans les mosquées pour voir ce qui s'y dit. C'est regarder les imams qui prononcent des prêches. Mais ensuite, ça pourrait... Obliger les prêches à se tenir en français pour qu'il n'y ait pas des propos qui soient... Non, ça n'est pas, comme vous le dites, souvent le cas. En tout cas, ça n'est pas le cas dans les mosquées
mosquées qui Et ensuite, précisément sont des mosquées. Il faut envoyer dans chaque mosquée quelqu'un qui porte ce fondamentalisme. Il faut être extrêmement exigeant lorsque l'on accorde l'autorisation à des gens de venir pour prêcher sur notre territoire. Voilà, il faut mettre en place toutes les mesures que l'on connaît mais que l'on ne veut pas mettre en œuvre pour lutter contre le fondamentalisme et donc pour lutter aussi contre ce discours de haine qui prospère évidemment sur ce fondamentalisme. Marine Le Pen, le Front National a souscrit un emprunt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe. Vous dites que c'est parce que les banques françaises ont refusé de vous prêter de l'argent. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, ne vous croit pas et il vous demande des preuves. Je voudrais qu'on l'écoute, c'était hier. On s'interrogeait parfois sur les raisons pourquoi elle voulait sortir de l'euro. On l'a trouvé maintenant, elle veut aller dans la zone rouble. Publiez les refus des banques européennes. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous savez que vous mentez. Allez-vous les publier? D'abord, il faudrait qu'il apprenne à parler français, ce serait déjà une bonne chose. Effectivement, il y a une faute de tournure. En effet, oui, c'est ça. Est-ce que vous allez publier? Mais je peux les publier, mais je crains que ça crée plus de problèmes aux banques qu'à moi-même, voyez-vous. Pourquoi voudriez-vous... Mais vous dites, je pourrais les publier, donc vous le ferez. Mais madame, pourquoi voudriez-vous que j'aille raconter un mensonge comme celui-là? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Vous voyez bien que cet emprunt russe, auquel j'ai été contrainte, enfin, qui est un emprunt auprès d'une banque russe, hein, qui n'est pas une banque d'État, je vous le rappelle quand même. C'est une banque on privée. connaît les liens quand même entre les banques et le Kremlin. Mais moi, je connais bien les liens entre entre les banques françaises et le gouvernement français, oui. Celles-là, je les connais bien. Donc, et c'est peut-être d'ailleurs ces liens qui empêchent les banques françaises de prêter au Front National. Marine Le Pen, ça c'est très intéressant ce que vous dites. Vous sous-entendez que les banques françaises ne vous ont pas prêté à vous, Front National? Je pense qu'il y a une partie politique, oui. Il y a une partie politique, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Parti Socialiste a toujours trouvé à se financer auprès des banques françaises. Que l'UMP doit 74 millions d'euros de dette, pardon. 74 millions d'euros pour un parti politique, c'est quand même pas rien, permettez-moi. Bon, il y a bien des banques qui ont soutenu quand même ces emprunts et accessoirement ces dettes. Pourquoi celle-là ne prête pas au Front National, qui est un parti en pleine expansion, qui n'a aucune dette, qui enregistre des résultats électoraux de plus en plus conséquents, qui n'a jamais été confronté au non-remboursement, par exemple, d'une présidentielle, comme ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a effectivement des considérations politiques derrière cela. Donc, Mais si ça n'est pas vrai, je relance encore une fois l'appel que j'ai pu lancer. N'importe quelle banque française qui est prête aujourd'hui à reprendre l'emprunt et à se substituer à la banque russe peut le faire. D'ailleurs, je suis pas sûr que du coup les taux d'intérêt ne seraient pas plus intéressants que ceux que nous avons obtenus auprès de cette banque russe, puisqu'ils sont à 6%. On peut pas dire que ce soit un cadeau. Marine Le Pen, si je vous écoute bien, vous estimez qu'en France, il y a des liens politiques entre les banques et le pouvoir, et pourquoi pas en Russie? Mais je ne dis pas l'inverse. Vous me dites qu'il y a des liens, tout le monde le sait. Je vous dis, tout le monde sait qu'en France, qu'en France aussi. Si c'est le cas en Russie, comment est-ce que vous pouvez justifier de votre indépendance vis-à-vis du pouvoir russe? Madame, est-ce que vous vous sentez dépendante auprès d'une banque qui vous a prêté de l'argent? Enfin, quand c'est une banque est-ce que vous vous sentez dépendante? Parce que, je veux dire, moi, elle m'a prêté de l'argent, la seule obligation que j'ai, c'est de la rembourser. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. Marine Le Pen, je ne me sens aucune obligation. Marine Le Pen, vous faites évidemment de l'indépendance de la patrie le cœur de votre discours politique. Oui, madame. Comment est-ce que vous pouvez vous justifier d'être financé par l'étranger? Mais madame, je ne suis pas financé. On m'a fait un prêt que je vais rembourser. Enfin, c'est inouï. On ne m'a pas donné de l'argent. J'ai emprunté de l'argent. J'aurais pu emprunter à n'importe quelle banque du monde, si tant est que celle-ci ait eu la gentillesse de bien vouloir me prêter. J'entends bien la petite musique médiatique qui cherche à créer un doute à notre égard. Eh bien, ceux, croyez-moi, qui votent pour nous n'ont aucun doute sur notre indépendance totale d'esprit et sur le fait que nous ne sentons absolument aucune obligation, encore une fois, à l'égard de cet établissement bancaire privé que de la rembourser avec les intérêts en vertu du contrat que nous avons signé. Pourquoi vous n'en aviez pas parlé de vous-même? C'est Mediapart et l'Obs qui ont révélé l'existence de cet emprunt. Est-ce que vous aviez quelque chose à cacher? Parce qu'ils l'ont révélé quelques jours après qu'il ait été signé. Bon, par conséquent, nous n'avions rien à cacher. D'ailleurs, nous ne pouvons rien cacher.
Je veux dire, il y a tous ces éléments sont contrôlés régulièrement par des instances qui font leur travail, je crois, correctement, par des commissaires aux comptes. Les partis politiques, à la différence des syndicats d'ailleurs, sont tout à fait contrôlés. Par conséquent, il n'y a absolument aucun secret dans cette opération. Vous avez dit plusieurs fois que vous aviez besoin de davantage d'argent, et notamment au vu des prochaines élections départementales, régionales, et qu'a priori, vous espériez 30 millions d'euros pour pouvoir financer ces campagnes. Où est-ce que vous allez les trouver? J'ai pas dit que j'espérais 30 millions d'euros, j'ai dit que ça coûtait 30 millions d'euros. Voilà. Donc vous avez besoin de davantage que les 9 millions que vous avez trouvés? C'est 30 millions d'euros. Voilà. Donc, effectivement, il faudrait... Donc il vous manque... il serait nécessaire que nous puissions emprunter cela. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement russe que vous auriez pu recevoir? Non, pour l'instant non. Outre cet emprunt-là, je lance un appel aux banques françaises, si possible, ce serait bien, parce que ça pose quand même un problème démocratique. Si des banques, dont on sait, il n'y a que vous qui ne savez pas qu'il y a des liens quand même avec des responsables politiques et les banques françaises. Si les banques refusent de prêter de l'argent aux partis politiques pour financer la démocratie, alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que les candidats riches qui pourront se présenter? Il n'y a que les mouvements politiques riches qui pourront se présenter? Est-ce que c'est véritablement ça, la démocratie? Je ne le crois pas. Donc j'en appelle encore une fois à un processus démocratique. Et je vous signale que je ne suis pas la seule. Car lorsque j'ai discuté de ce problème, il y a déjà de nombreux mois, avec le président de la CNCCFP, qui est la Commission nationale de contrôle des partis politiques, oui. Il m'a indiqué qu'il considérait que lui-même, qu'il s'agissait d'un énorme problème démocratique, qu'il a d'ailleurs soulevé... qu'il a d'ailleurs soulevé dans le rapport qu'il fait chaque année, en indiquant qu'il se posait la question de savoir s'il ne fallait pas obliger peut-être après tout une banque dédiée, obliger une banque au moins à prêter pour les élections, non seulement aux partis politiques, mais également aux différents candidats, car il est extrêmement difficile pour les candidats du Front National également de pouvoir emprunter à titre personnel. Bien sûr, j'y suis favorable, bien entendu, parce que sinon la démocratie ne fonctionnera pas correctement. Marine Le Pen, je vous repose quand même la question, Jean-Christophe Cambadélis, est-ce que vous allez publier les refus des banques? Mais je peux publier des refus des banques, mais est-ce que la parole de M. Cambadélis a une importance quelconque? J'en sais rien, je vous demande simplement si vous allez le faire. Voilà, donc, alors, je trouve que quand même, c'est répondre quand même à une suspicion qui est inadmissible. Alors je vais le faire, allez banco, et c'est pas moi qui vais en être la victime, ce sont les banques qui nous ont refusé. Donc vous le ferez, voilà. Je vais le faire, je vais publier, et je publierai également les courriers adressés aux banques qui n'ont même pas eu la correction de nous répondre. D'accord, voilà. Donc vous le publierez. Allez, bingo. Marine Le Pen, ça va winner là dans les... Vladimir Poutine a reçu François Hollande hier, c'était sur le tarmac de l'aéroport de Moscou. C'est François Hollande qui avait sollicité cette rencontre. Il s'est félicité d'une reprise du dialogue et du début d'une désescalade possible dans la crise ukrainienne. Est-ce que vous appréciez la démarche du président français? Oui, je considère que cette démarche est positive. Si elle vise effectivement à trouver une solution au conflit ukrainien, elle est positive. Je ne suis pas mécontente que ce soit la France qui prenne cette initiative. Est-ce qu'elle aura une influence dans le temps? Écoutez, je l'espère, hein, je ne vais pas juger a priori, mais je pense que c'est la solution. Le président français probablement a pris conscience qu'il n'était pas possible de faire sans la Russie. Il n'est pas possible dans le conflit ukrainien de faire sans la Russie, mais il n'est pas possible non plus pour l'économie européenne de faire sans la Russie. C'est une absurdité. Est-ce que vous avez été reçu par Vladimir Poutine? Non, je n'ai pas été reçu par Vladimir Poutine. Jamais? Non, jamais. Parce que Aymeric Chauprade, qui est donc député européen, qui est votre conseiller sur les affaires internationales, a sous-entendu que vous l'aviez vu. Il a été interrogé cette semaine par un journaliste de BFM, Quentin Bollier. Je voudrais juste qu'on l'écoute. Vous pensez qu'il l'a rencontré? Écoutez, si je vous dis qu'il est possible, ça veut dire que c'était a priori une rencontre, on appelle ça une rencontre non officielle ou informelle, une rencontre amicale de courtoisie, ça n'est pas une visite officielle, voilà. Est-ce que vous l'avez rencontré de façon non officielle? Non, je n'ai pas rencontré Vladimir Poutine. Absolument jamais. Je voudrais qu'on parle de votre élection de la semaine dernière. Vous avez dit dans votre discours il y a tout juste une semaine, nous incarnons un espoir, une dernière chance, une promesse, mais nous avons conscience d'incarner pour beaucoup un inconnu, une aventure, un point d'interrogation. Il y a donc
parfois des doutes, vous-même vous le reconnaissez là-dessus. Est-ce que si vous arrivez à l'Élysée demain, vous savez déjà quelle serait votre première mesure? Qu'est-ce que vous faites? Mais je pense que structurellement, si vous voulez, évidemment, on représente un point d'interrogation pour une raison simple, c'est que nous n'avons jamais été au pouvoir. Et il ne faut pas nier ce point d'interrogation. Il faut y répondre, il faut tenter de donner dans la mesure du possible le maximum d'informations aux Français d'ici 2 ans et demi pour qu'ils puissent savoir précisément quelle est la politique que nous mettrons en œuvre, au-delà des caricatures qui sont bien souvent faites de nous, par nos adversaires politiques, ceux qui est de bonne guerre, par les journalistes, ceux qui l'est moins. Mais justement, très concrètement, c'est que nous voulons vous faire. arrivez à l'Élysée demain, quelles sont vos 3 premières mesures? Mais écoutez, les 4 premières mesures, si je puis me permettre, c'est de mettre en place les conditions, du retour de la souveraineté nationale. Ça passe par quoi? Ça passe par la maîtrise des frontières. Donc première mesure? La maîtrise des frontières. Si on ne maîtrise pas les frontières, on ne peut pas maîtriser l'immigration. Donc on remet quoi? Des gardes frontières, on referme les frontières, on sort de Schengen? Oui, enfin surtout on décide qu'il y a des frontières, on ne confie pas à nos voisins le soin de protéger nos frontières, de décider qui entre sur notre territoire, qui s'y maintient. On retrouve la maîtrise des critères qui sont ceux normalement d'un pays souverain pour pouvoir décider qui a le droit d'être là, qui n'a pas le droit d'être là. C'est-à-dire tout ce que l'Union européenne nous empêche de faire aujourd'hui et qui est un peu le centre du combat d'ailleurs qui existe, ça vous a pas échappé, entre M. Cameron en Grande-Bretagne et l'Union européenne, et même il y a quelques mois entre la Suisse, compte tenu de la libre circulation et les menaces qui ont été immédiatement formulées par l'Union européenne. Justement, donner tous les éléments. Donc, souveraineté territoriale, la deuxième. Souveraineté monétaire, c'est retrouver la maîtrise de notre monnaie. Souveraineté économique, je veux pouvoir faire en France du patriotisme économique. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire accorder un accès privilégié aux entreprises françaises, aux PME, aux PMI françaises, dans l'accès au marché public. C'est interdit aujourd'hui par l'Union européenne, vous le savez. On n'a pas le droit de faire de patriotisme économique. Je vois Emmanuel Le Chip qui vous regarde déjà avec beaucoup d'attention sur ces questions-là. Et la quatrième, qui me paraît institutionnelle, juridique, c'est la supériorité des lois françaises sur les directives européennes. Je pense que quand le peuple français, qui est totalement souverain, décide d'une loi, il ne peut pas se voir indiqué par des technocrates de l'Union européenne que c'est pas possible et que leur volonté ne pourra pas être mise en œuvre. Voilà, c'est toutes les prérogatives qui sont les prérogatives, à mon avis, d'un pays libre. Récupérer les manettes, visiblement. Emmanuel Le Chip nous a rejoint et c'est question d'écho. Bonsoir Marine Le Pen. Je voudrais revenir sur les manifestations de patrons du début de semaine, parce que d'un côté, on a un gouvernement qui dit quand même le patronat, ils exagèrent. Nous, socialistes, on leur a quand même fait un pacte de responsabilité, 40 milliards. De l'autre côté, il y a des patrons qui disent, mais attendez, on n'arrête pas en fait de nous rajouter plein de contraintes. Alors, dans cette affaire, d'après vous, qui finalement exagère ? D'abord, je crois que les patrons, ça veut rien dire. Il faut arrêter avec les patrons, parce que les petits, là. Non, mais les patrons, ça veut rien dire. Voilà. Non, c'est pas vrai. Le MEDEF a essayé de reprendre en main cette situation. Le MEDEF a négocié le pacte de responsabilité à son bénéfice exclusif, c'est-à-dire au bénéfice des grandes entreprises. Je me souviens d'ailleurs d'une déclaration des petits patrons à l'époque en disant, si on a bien compris, c'est pour les grandes entreprises, c'est fromage et dessert. Pour les petites, c'est rien du tout. Donc, les situations de ce que j'appelle les micro-entreprises, ou les très petites entreprises, qui représente 97% des entreprises françaises, n'a strictement rien à voir avec les grandes entreprises que l'on voit à la télé, qui réclament, qui souvent obtiennent d'ailleurs, il faut bien le dire. Et c'est à elles que je m'attache, moi, les petites entreprises, parce que ce sont elles, à mon avis, qui sont capables de créer l'emploi dans notre pays, et ce sont elles aujourd'hui qui se sentent victimes d'une profonde injustice. Il y a beaucoup de choses à faire pour elles. Il faut mettre en place l'impôt sur les sociétés progressif, pour qu'on arrête, je veux dire, ce scandale absolu qui voit les petites entreprises payer beaucoup plus d'impôts que les grosses entreprises. C'est du 39-19. Donc on voit bien qu'il existe là un déséquilibre total. Il faut lisser les effets de seuil. Ça, je suis parfaitement d'accord avec cela. Il faut leur donner de la trésorerie, c'est-à-dire qu'il faut intervenir auprès des banques pour que les banques prêtent à l'économie réelle. Elles ne le font pas. Elles ne prêtent pas aux partis politiques et pas à l'économie réelle, visiblement.
elles prêtent pas aux indépendants, manifestement. Non, elles ne prêtent pas. Les banques ne prêtent pas parce qu'à chaque fois qu'on leur injecte de l'argent, en réalité, elles reconstituent leurs fonds propres et nous le savons. Or, si les banques ne font plus fonctionner l'économie, alors l'économie va s'arrêter de tourner. Il y a plusieurs mesures d'ailleurs qu'on avait évoquées par la campagne présidentielle. On vous entend justement beaucoup sur sur l'euro, etc. On sait ce que vous voulez faire, mais comme vous l'avez dit, il y a 97% des entreprises qui sont des PME et il y a une entreprise sur 30 qui exporte finalement. Donc il y a plein d'entreprises pour qui l'euro c'est pas le sujet principal. Donc sur tous les autres sujets, quand on regarde marché du travail, par exemple, cette affaire de contrat unique, vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, je suis contre. Mais d'ailleurs, ça n'est pas, honnêtement, c'est pas la réclamation, à mon avis, des petites entreprises. Ah, c'est quand même la difficulté à licencier, ce qui se passe après, etc. Mais de quoi les on prud'hommes. parle? Il y a déjà un contrat unique et 84% des contrats qui sont signés qui sont en CDD. De quoi on parle? On a déjà fait la précarité pour tout le monde. Donc, vous avez quand même 80% des Français qui sont quand même en CDI. Il y a 84% des contrats les nouveaux contrats de travail. Oui, d'accord. Donc on est en train de mettre en place la précarisation généralisée. On est en train de mettre en place le contrat unique. Mais du coup, comment on fait pour mettre fin à cette espèce de dualité entre d'un côté des salariés en CDI qui sont quand même, quoi qu'on le dise, très protégés, et de l'autre côté ces salariés qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. C'est un peu ça la problématique du contrat unique. Je veux dire, les petits patrons, moi, avec qui je discute régulièrement, leur but dans la vie, c'est pas comment est-ce que je vais licencier. Leur but dans la vie, c'est comment est-ce que je vais développer mon affaire. Comment est-ce que je vais avoir un carnet de commandes rempli. Et ils sont les premiers à vous dire, les mesures d'austérité qui sont imposées en France nous tuent. Elles nous tuent parce qu'elles tuent le pouvoir d'achat de nos clients. Par conséquent, si nous avons des clients qui ne peuvent plus acheter dans nos entreprises, alors c'est notre chiffre d'affaires qui chute. Ils me parlent du RSI. En me disant, mais c'est une horreur ce truc-là. Il faut tout remettre à plat. C'est une véritable catastrophe. On reçoit des régularisations qui correspondent à des sommes qui sont fantastiques, qu'on ne peut pas payer. Voilà. Ça nous met en difficulté. Il me parle de trésorerie. Il me parle de... il vous parle du compte pénibilité aussi, certainement. Il parle du compte pénibilité, qui est une espèce de machine à fabriquer des mégots. On n'a jamais vu un truc comme ça. Ça n'existe pas. Les petits patrons sont censés être toute la journée derrière chacun de leurs salariés, c'est pas facile quand il y en a plusieurs, avec un chronomètre dans une main, avec savoir la température qu'il fait, il faut savoir si le salarié a incliné le buste à plus de 35 degrés et combien de fois dans la journée. Non mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente? Voilà, cela fait partie de la folie socialiste, de ce que j'appelle la folie socialiste. Il faut lancer comme ça des projets de loi, même s'ils sont plus délirants les uns que les autres, ils sont évidemment inapplicables, mais ils continuent à créer chez les petits patrons une angoisse et une véritable désespérance pour une grande partie d'entre eux. Alors, il y a un sondage qui sortira demain chez nos camarades des Échos qui montre que les Français sont quand même largement, en majorité, favorables à la loi Macron. Et alors, notamment sur le travail le dimanche, 70% sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Il n'était que 52% en 2008. Et plus généralement, on a quand même beaucoup d'enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent plus de responsabilités, plus de liberté, moins d'État, moins de dépenses. En gros, on a l'impression qu'ils deviennent un peu libéraux et qu'ils ne sont pas dans le sens de plus de protection. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Vous ne sentez pas d'accord avec ça? Vous voyez pas ça? Moi, je vois que les Français attendent un État stratège et un État qui soit susceptible d'orienter l'économie. Voilà. C'est-à-dire d'émettre les règles du jeu. Ils sont bien conscients qu'on est dans la mondialisation, que M. Macron a considéré lui-même comme une barbarie, puisqu'il a dit que l'Europe était le seul endroit où on pouvait civiliser la mondialisation. J'ai adoré cette expression. Donc la mondialisation est une barbarie. Donc vous êtes d'accord finalement avec Emmanuel Macron? Les Français prennent conscience de ça. C'est une barbarie. Et par conséquent, c'est à l'État national de poser les règles du jeu, de limiter les dérives, de limiter les abus pour que puisse s'exercer en France une concurrence loyale. Car aujourd'hui, la concurrence est tout sauf loyal, avec le libre-échange et la multiplication des accords de libre-échange qui sont votés jour après jour par l'Union européenne. On est en concurrence avec le monde entier et avec des pays dont on sait très bien qu'ils ont des avantages concurrentiels sur nous. Moi, on ne voudrait pas de leur vie, je vous rassure, aux travailleurs de ces pays-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où ils sont payés avec des clopinettes, qu'ils n'ont aucun système de protection sociale, qu'il n'y a aucune norme
de respect de l'environnement, qu'il n'y a aucune norme de sécurité, bah évidemment les produits qui arrivent... il y a 10 ans, Marine Non, Le Pen. c'est pas vrai. Le coût du travail aujourd'hui en Chine, il est presque équivalent à ce qu'il est en Europe. Il y a même des... Non, grosso modo, si. mais C'est pas plus, grosso regardez modo. les entreprises, elles vont Mais même plus en Chine. pas du C'est les salaires des tout. Chinois qui rattrapent les nôtres. C'est Mais merveilleux la mondialisation. Pas du tout. Les salaires chinois sont très inférieurs aux nôtres. 15% d'augmentation par an. Mais d'accord, mais 15% qui partaient de quoi? Ah bah quand même, de hein. 50 € par mois. Bon, ou même pas de 50 $ par mois, c'est encore moins bon. Non, ça n'est pas vrai. Les salaires sont beaucoup plus bas et les salaires d'Europe de l'Est sont beaucoup plus bas que les nôtres également. Il y a même une concurrence intra-européenne qui a été organisée par l'Union européenne par l'intermédiaire de la directive détachement des travailleurs, travailleurs qui explosent en France. Vous voyez donc bien que on organise en quelque sorte une concurrence déloyale pour les activités qui ne sont pas délocalisables. Justement, il y a un secteur aujourd'hui qui est en grande difficulté, c'est le bâtiment. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure d'urgence pour sauver ce secteur? Mais le secteur du bâtiment n'est pas en difficulté à cause du coût du travail. Ah non, là, vous parliez justement des travailleurs détachés. Enfin, quand vous voyez les mises en chantier, il y a un quart des entreprises qui ferment aujourd'hui en France qui sont du secteur du bâtiment. Mais parce qu'on a multiplié les normes dans le bâtiment. On a multiplié les normes au-delà de ce qui est raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on fait pour relancer la construction, alléger les normes, Eh bien, bien sûr, alléger les normes. Parce que, encore une fois, sous la pression, il faut bien le dire aussi, sous la pression des Verts, on est obligé... Vous en parlerez tout à l'heure, on est obligé de l'admettre. C'est face à Emmanuel Cosse. On a multiplié les normes au point que, d'abord, une mise en chantier met un temps fou à se mettre en place et obtenir les multiples autorisations et que le coût évidemment de ces mises en chantier est bien supérieur à ce qu'il pourrait être en raison de la multiplication des normes. Et puis je veux dire, il y a l'insécurité aussi. L'insécurité. La France crève de l'insécurité physique dont on ne parle plus jamais d'ailleurs, et pourtant elle explose, mais aussi de l'insécurité juridique, de l'insécurité fiscale. On ne sait plus à quelle sauce on va être mangé, non pas dans 6 mois, non pas dans 1 an, demain matin. Ça peut changer du tout au tout. Est-ce que vous promettrez que quand vous prendrez des mesures, vous vous y tiendrez et vous reviendrez pas sur les sujets, que vous donnerez de la visibilité? Oui, en gros. parce que je crois que c'est essentiel. C'est essentiel pour les investisseurs, car un investisseur n'investit pas si, encore une fois, il ne connaît pas les règles du jeu, ou en tout cas s'il pense que les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain. Ce qui se déroule, avant ça se déroulait d'un gouvernement à l'autre. Maintenant ça se déroule au sein du même gouvernement et parfois jusqu'à 2 à 3 fois au cours d'un mandat. Ça n'est pas possible. Et c'est vrai pour la fiscalité. La fiscalité, elle doit être sécurisante. On doit savoir ce qu'on va payer dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Sinon, on reste braqué, on reste dans l'inertie. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les foyers et les familles. Hein. Merci Emmanuel. Et dans un instant, c'est un autre Emmanuel, Emmanuel Berretin du journal Le Point, qui viendra interroger votre parcours et savoir si vous n'avez pas fait tout le tour du prisme et arriver du côté plutôt de la gauche. À tout de suite. Bonsoir Emmanuel Berretin. Bonsoir. Vous êtes chef du service politique du Point. Et finalement, si le FN était d'extrême gauche? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est votre meilleur ami Nicolas Sarkozy qui, lors de son meeting à Nancy, vous lance les premières flèches de ce qui ressemble à la campagne 2017. Ouais. On l'écoute? Regardez Madame Le Pen, je comprends pas moi qu'on continue de lui faire le cadeau de dire qu'elle était à extrême droite. Elle était à extrême gauche. Et là, le programme économique de M. Mélenchon, celles et ceux d'entre vous qui sont excédés par la gauche au pouvoir, choisissez Madame Le Pen, vous aurez l'extrême gauche. Bon, on voit bien que là, Nicolas Sarkozy a choisi son axe de campagne, essayer de récupérer les électeurs de droite qui seraient tentés par le vote Le Pen, en leur disant attention, avec Madame Le Pen, c'est plus d'État, c'est plus d'impôts, c'est plus d'assistanat. Ça, c'est lui qui... Non, mais ça, il sort ça de nulle part. Non, il méprise ses électeurs. Et donc, il essaye de faire jouer chez eux le réflexe de Pavlov. Donc, on dit gauche, et ils pensent que, à ce moment-là, si vous voulez, un petit peu comme dans les dessins animés, là, ça crée un effet repoussoir. Bon. Sauf que beaucoup de Français ont compris que la gauche et la droite, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Elle n'est pas là, la fracture. Donc, moi, je suis ni de droite ni de gauche parce qu'elle n'est pas là, la fracture. Car c'est quoi le contre-discours à apporter à Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'il propose, lui? Moi, je dis les salaires sont trop bas. C'est une réalité parce qu'avec ces salaires-là, les Français n'arrivent pas à vivre. Comment vous faites pour les faire monter? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit les salaires sont trop hauts?
Il faut donc les baisser. Donc il défend, mais c'est pas très étonnant en même temps. Il défend la politique menée par l'Union européenne et imposée par l'Union européenne à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, qui a entraîné la baisse de 30% des salaires, de 40% des traitements des fonctionnaires. Mais déjà avec ce qui est versé aujourd'hui en France, les Français ne vivent pas. Mais Marine Le Pen, vous dites qu'il faut augmenter les impôts, mais les salaires, mais vous faites comment? Mais je l'ai dit 100 fois. J'ai clairement indiqué, parce que, encore une fois, moi je me dégage de ces réflexes. Mais madame, bien sûr, vous avez raison. Enfin, il y en a qui en rêvent un peu plus que vous, sûrement, et que moi, mais j'ai indiqué très clairement que je comptais mettre en place la prise en charge de 200 € de la part salariale des cotisations sociales, prise en charge par l'État. Ça entraînerait une augmentation automatique d'une aide de 200 € sans que l'entreprise ne voie peser sur elle une charge supplémentaire. Vous voyez que c'est très différent d'ailleurs des suggestions de Monsieur Mélenchon. C'est de la dépense publique. Oui, mais je la finance. Alors je la finance par une contribution sociale à l'importation de 3% sur chaque produit qui est importé dans notre pays. Parce que je pense qu'il faut relancer le pouvoir d'achat aujourd'hui, que c'est un sujet crucial, c'est un sujet crucial dans notre pays où les Français n'arrivent plus à faire face à leurs besoins et à faire face aux besoins de leur famille. Donc, je suis désolé. Je suis très logique, car ça fait des années que nous disons l'immigration a servi depuis 35 ans en France à peser à la baisse sur les salaires. Ça veut dire qu'on a transformé le salaire minimum en fait en salaire maximum dans un certain nombre de branches. Les droits de douane, c'est uniforme pour tous les produits qui viennent de l'étranger? Non, la contribution sociale à l'importation, oui. La contribution sociale à l'importation, ça veut dire vous importez dans mon pays un bien, ce bien, il prive, si vous voulez, des travailleurs de production, puisque par définition il vient en concurrence avec une production nationale, et donc 3% c'est dérisoire honnêtement sur le prix final. En revanche, les droits de douane que je vais mettre en œuvre parallèlement sont des droits de douane que j'appelle intelligents. Pourquoi? Vous me direz évidemment on peut pas les appeler stupide, ce serait. Mais ce qui serait stupide, c'est de mettre un droit de douane au même niveau, au même pourcentage sur l'ensemble des produits. Ce serait complètement stupide. L'objectif, et c'est de la microchirurgie, c'est le mettre d'abord sur des produits que nous sommes capables de fabriquer. On va pas mettre ça sur le café, hein. Bon, on n'en fait pas. Que nous sommes capables de fabriquer, et évidemment avec des pays dont le différentiel est assez important pour nous permettre de penser que la concurrence est déloyale. Avec des pays qui ont à peu près le même niveau social. Vous allez rentrer bien pays sûr, par pays, produit par produit. Et comment font les autres pays? Comment font les États-Unis? Quand les États-Unis décident d'augmenter ou de baisser les droits de douane sur les pneus chinois, sur les panneaux solaires, ils font ça précisément, ils font de la microchirurgie à juste titre pour défendre évidemment leur marché intérieur. Alors, je reviens à Nicolas Sarkozy. Il veut vous coller l'étiquette, vous êtes de gauche, vous allez nous faire plus d'impôts, il est dans ce discours. Est-ce qu'aujourd'hui vos marges de progression... Pour l'instant, plus d'impôts, c'est lui qui les a fait pendant 5 ans quand même. Je veux pas dire, mais plus de dettes aussi. Hein, bon. Alors, est-ce que votre progression se situe plus vers l'électorat de gauche ou vers l'électorat de droite aujourd'hui? Mais je ne veux plus que les Français se fassent avoir. Tout ça, c'est une escroquerie pour essayer de mettre des gens dans des cases. Je précise que vous êtes à 60% chez les ouvriers. Il n'y a plus de droite. Il y a ceux qui pensent que la nation et que l'État stratège, redevenu un outil entre les mains des peuples, est la structure la plus performante pour leur assurer un avenir, leur assurer une sécurité et lutter contre la mondialisation sauvage. Et ceux qui pensent, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, comme les Verts, comme l'UDI, comme le MoDem, que la France est une espèce de vieux truc à dépasser, qu'il ne faut plus de frontières, qu'on est tous des frères dans l'humanité et que ça va être super, regardez les résultats. Les résultats, ils sont dramatiques. L'État stratège, c'est la nationalisation? Mais ça peut être la nationalisation. EDF, GDF, par exemple. Mais écoutez, en quoi est-ce de droite, ça, par exemple? En quoi est-ce de droite? Non, mais des banques sont en difficulté. L'État les nationalise temporairement. C'est ce qu'ont fait les Anglais. On ne peut pas vraiment dire, honnêtement, que ce soit pas des libéraux. Les Anglais, ils sont plutôt libéraux. Eh bien, ils sont libéraux, mais quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils ont nationalisé les banques parce qu'ils défendaient ainsi le peuple dont ils avaient la charge. Mais vous savez il ne faut rien s'interdire. Moi, je ne m'interdis rien au motif qu'on taxerait ça de mesures de droite ou on taxerait ça de mesures de gauche. J'essaye de me battre pour le bien-être de mon peuple. Vous savez bien que nous sommes ruinés. Avec comment on nationalise, on est ruinés.
Non mais écoutez, cette technique-là, elle permet tous les abandons. C'est la technique utilisée par M. Macron pour l'aéroport de Toulouse. Ah mais comment? Mais enfin, vous voulez empêcher qu'on vende l'aéroport de Toulouse à des Chinois associés à des Canadiens corrupteurs? Mais c'est épouvantable, vous allez nous ruiner. Non, non, la France, elle se ruine quand elle s'appauvrit. Or aujourd'hui, elle est vendue à la découpe, et en la vendant à la découpe, elle s'appauvrit. Lorsque l'on transfère les savoir-faire français à l'étranger, on appauvrit la France. Lorsqu'on inaugure des usines automobiles en Algérie, on appauvrit la France. Lorsqu'on met les producteurs de fruits et légumes en concurrence avec des producteurs marocains qui ont des niveaux de salaire bien inférieurs, on appauvrit la France. C'est aujourd'hui qu'on appauvrit la France. Et encore une fois, faisons comme font 95% des pays du monde. Protégeons-nous de manière intelligente, de manière raisonnable, parce qu'aujourd'hui, l'ultralibéralisme à tout craint, permettez-moi de vous dire que les résultats sont dramatiques. Marine Le Pen. Emmanuel. Madame Le Pen, on a déjeuné ensemble il n'y a pas très longtemps. Quelques temps après, j'ai déjeuné avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez tenu exactement le même discours. Vous êtes sûr que c'est pas lui qui a tenu le même discours que moi? Ah ben voilà, là, il dit que vous lui avez tout piqué. Sur un thème, sur l'écologie, et je vous propose de découvrir ce qu'il dit justement de notre empire maritime. La France dispose du deuxième territoire maritime du monde. C'est une opportunité fantastique pour notre peuple dans le siècle qui commence. La mer a le goût du futur pour les Français. Vous pourriez Madame Le Pen, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Il n'y a qu'un malheur, vous voyez, parfois c'est comme ça avec Jean-Luc Mélenchon. Il a parfois des fulgurances. Je ne veux pas dire qu'il les emprunte aux autres. Moi, ça avait été une des grandes parties du discours de la présidentielle en 2012. Il n'y a qu'un malheur, c'est que M. Mélenchon, il est très contradictoire parce que lui, il est pour bazarder tous les dom-toms. Tous les territoires d'outre-mer. Alors si on bazarde... Ah si, permettez-moi. Le Front de gauche a toujours été pour l'indépendance de l'ensemble de territoires d'outre-mer. Alors il y a un moment donné, si on donne l'indépendance à tous les territoires d'outre-mer, alors on n'est plus la deuxième puissance maritime du monde. On redevient un petit pays avec un domaine maritime qui est assez dérisoire. Qui vous conseille sur ces questions écologiques ? Ah, notamment Philippe Murer, qui va prendre la tête d'un collectif qui s'appelle Collectif Nouvelle Écologie et qui va réunir autour de lui beaucoup de gens qui vont réfléchir sur ces sujets. Mais j'ai envie de vous dire que ce que j'ai appelé l'or bleu, c'est-à-dire le développement de l'espace maritime de la France, son exploitation intelligente qui verra partir, comme je l'ai dit, nos ingénieurs, nos entreprises à la recherche de nouveaux médicaments, d'une alimentation, des techniques de désalinisation de l'eau dont le monde va avoir besoin, ce développement que nos territoires d'outre-mer attendent, parce qu'ils attendent qu'on puisse leur donner cette vision d'avenir. C'est presque aussi important, je veux dire, que la conquête spatiale. Voilà. C'est vraiment un des grands projets structurants qui pourrait être celui de la France, pour peu que nous n'ayons pas des dirigeants qui aient des visières au mieux. Alors, Emmanuel. Vous êtes sur l'État stratège. Quand votre père était sur l'ultralibéralisme, que s'est-il passé pour que vous fassiez une telle mutation idéologique? Mais il n'y a pas de mutation idéologique, il y a un changement d'époque. Au moment où mon père défendait, d'abord pas l'ultralibéralisme, ça n'existait pas, parce que tant qu'il y avait des frontières, il n'y avait pas l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est le libéralisme sans les frontières. Alors, je vous propose de regarder deux vidéos où vous vous positionnez par rapport à votre père. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Régionale, ancienne avocate, Marine Le Pen fait donc ses classes de campagne électorale en assumant le surnom qu'elle se donne, le clone de son père. Désespérément, j'essaie de trouver des sujets où je suis pas d'accord avec lui, mais j'arrive pas à en trouver. Je veux bien réussir quand même. Regardez, on a fait ça pendant 10 minutes, et alors maintenant c'est 1 an plus tard, voilà ce que vous dites. Je suis Marine Le Pen. J'ai toujours été Marine Le Pen et je resterai Marine Le Pen. C'est ça aussi l'intérêt. Je ne suis pas un clone de mon père, sinon ça n'aurait absolument aucun intérêt. Donc là, il s'est bien passé quelque chose. Non, il s'est rien passé. Parce qu'en réalité, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen, dans les années 90, était le premier à écrire des textes sur la mondialisation, sur le mondialisme, sur l'effondrement des frontières, sur cette vision post-nationale et sur les conséquences que ça pouvait avoir. Ça a tout bouleversé, la mondialisation. Et notamment l'idéologie qui en a fait l'alpha et l'oméga, je veux dire, de toute politique, ou plutôt de toute absence de politique. Et ça, je crois qu'il l'avait vu. Mais au moment
moment où il était libéral. On était dans les années 80. C'était l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. C'était le danger du socialo-communisme. Peut-être d'ailleurs une part de fantasme. Une part d'ailleurs, exactement. Une part de fantasme, certainement, puisque évidemment cette arrivée au pouvoir avait été Marine Le Pen, avait suscité des graves inquiétudes. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez redire, comme la première fois dans le premier extrait, je ne trouve aucun sujet sur lequel j'ai une différence avec mon père? Oui, enfin depuis, excusez-moi, depuis j'ai quand même eu un certain nombre d'années derrière moi. Donc nous pouvons avoir des visions qui sont divergentes sur certains sujets, mais à la marge, je vais vous dire, à la marge, parce que la défense des petits patrons, ça reste un axe fort, bien sûr, du Front National. L'économie de marché, la liberté d'entreprendre, c'est un axe fort du Front National, mais protégé par des frontières, mais protégé par un État stratège. Mais la divergence avec votre père, c'est à la marge. Oui, c'est vrai que c'est à la marge, ça peut arriver, Dieu merci d'ailleurs, mais c'est à la marge. Aujourd'hui, le monde est dirigé, l'économie est dirigée par les multinationales. Si ça n'est pas, et ça les Français doivent le comprendre, si ça n'est pas l'État stratège, le leur, celui qu'ils auront choisi, entre les mains desquels nous aurons rendu les différentes souverainetés, alors ce seront les multinationales, alors ce sera la grande finance internationale, et croyez-moi, celle-là, elle fera pas de quartier. On en reparle dans un instant. Merci Emmanuel. Et dans un instant, la deuxième heure de BFM Politique. À tout de suite. Retour dans BFM Politique avec vous, Marine Le Pen. Dans un instant, vous débattrez avec la patronne d'Europe Écologie Les Verts, deux femmes, toutes les deux de conviction, et notamment sur cette question du rapport à l'écologie, dont vous estimez que c'est aussi votre part au Front National. Mais d'abord, un mot notamment de la création de ce nouveau petit parti, le parti Réconciliation Nationale, qui a été lancé par Dieudonné et Alain Soral, un parti qu'ils qualifient d'antisystème, je les cite, et ils l'ont dit le 13 novembre 2014, le Front National est entré dans le système après l'éviction de Jean-Marie Le Pen et il faut bien qu'il y ait un parti anti-système. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que plus ils disent du mal de moi et mieux je me porte. Merci beaucoup. Donc vous êtes ravis qu'ils prennent leur distance? Ah mais je suis absolument ravi, mais ils avaient déjà pris leur distance depuis très longtemps, parce que je vous rappelle qu'aux dernières élections européennes, ils avaient fait une liste, ils avaient fait 1%. Voilà. Bon. Donc l'extrême droite, c'est eux? Oui, eux et un certain nombre d'autres, oui. Mais enfin, quand ils disent que vous êtes devenu un parti du système? Oui, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la moitié, je suis gentil, 99% de ce qu'ils disent n'ont aucun sens, et l'un et l'autre. Bon, par conséquent, je suis étonné que les médias tombent dans cette espèce de piège qui consiste en réalité à leur faire de la publicité avec derrière beaucoup d'argent, parce qu'il y a toujours une considération commerciale dans leur esprit. Sur le fond, est-ce que vous n'avez pas peur, en étant comme ça de plus en plus au cœur du jeu politique, de devenir finalement comme les autres partis, ni plus ni moins, et que l'UMPS devienne UMPS-FN? Non, pas du tout. Vous savez, être dans le système, c'est répondre aussi à un certain nombre de grands principes politiques et les défendre. Nous sommes hors système et nous le resterons parce que nous sommes en désaccord profondément sur des sujets qui sont des choix essentiels, des choix cruciaux pour l'avenir de notre pays. Nous ne sommes pas d'accord avec eux sur l'immigration, nous ne sommes pas d'accord avec eux sur l'Europe, nous ne sommes pas d'accord avec eux sur l'ultralibéralisme, nous ne sommes pas d'accord avec eux sur le modèle économique qu'ils nous imposent, nous ne sommes pas d'accord avec eux sur la souveraineté, nous ne sommes d'accord avec eux sur rien. En revanche, ils sont, eux, ensemble, d'accord pour un système qu'ils ont construit ensemble, l'un avec l'autre ou l'un après l'autre, dans les 30 dernières années. Donc croyez-moi, je n'ai aucune inquiétude, nous ne serons jamais dans leur système, celui qu'ils ont construit, et qu'ils essayent de conserver. Anti-système, tout en voulant devenir le cœur du système, c'est-à-dire à l'Élysée. On défend le peuple. Voilà, car elle est là, la grande fracture. La fracture n'est pas encore une fois entre la droite, soi-disant, et la gauche, qui pensent strictement la même chose. La vraie fracture, elle est entre ceux qui défendent le peuple dans un cadre national et ceux qui défendent le mondialisme, qui considèrent que le peuple est un gêneur, qu'il faut d'ailleurs tenter de limiter sa parole au maximum, et qui ont une vision post-national. Oui, mais Marine Le Pen, c'est ça la grande différence. Malgré tout, ils ont été élus par le peuple. Mais ils ont été élus par le peuple, excusez-moi, avec des règles du jeu, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas extrêmement non, mais l'élection honnêtes. présidentielle, elle est honnête, malgré tout. C'est vrai, mais vous avez raison, mais avec des moyens sans commune considération. Les Français s'aperçoivent, encore une fois, ils sont de plus en plus nombreux à considérer qu'ils sont ni de droite ni de gauche, parce qu'ils ont compris, au fur et à mesure du temps, qu'ils menaient les mêmes politiques, l'UMP et le PS. Ils sont en train
de prendre conscience de cette réalité, accessoirement de cette escroquerie qui consiste à voir les uns et les autres se taper dessus, mais voter ensemble les mêmes choses. C'est vrai au Parlement européen, c'est même flagrant au Parlement européen, c'est vrai aussi en réalité à l'Assemblée nationale, dès qu'on touche à des sujets, encore une fois, qui sont cruciaux pour l'avenir des Français. Un mot sur les crèches, ce fameux débat cette semaine sur les crèches, puisqu'il y a eu cette décision du tribunal administratif de Nantes de demander au Conseil général de Vendée de supprimer, de cacher, d'enlever la crèche qui était installée dans le hall du Conseil général. Est-ce qu'il faut supprimer les crèches des lieux publics? Non, cette décision hérisse à juste titre des dizaines de millions de Français. Car c'est mettre en œuvre la laïcité de la manière la plus stupide qui soit. Une laïcité intelligente, c'est celle qui est à l'œuvre en France depuis plus d'un siècle déjà, et qui n'a jamais vu ce type d'interdiction se produire. La crèche, c'est notre culture, c'est notre histoire, ça a beau déranger certains, c'est un fait, la France puise ses racines dans la chrétienté, c'est ainsi. Tout notre calendrier, d'ailleurs, est formulé ainsi. Nous sommes en 2014 après Jésus-Christ. Il y a 4000 communes en France qui commencent par Saint quelque chose. Les vacances scolaires de nos enfants, c'est la Toussaint, c'est Noël, c'est Pâques. C'est ce qui structure, si vous voulez, notre société. Et donc, je crois que c'est faire encore une fois, une application parfaitement stupide et même violente à l'égard des Français que d'imposer la suppression de cette crèche. Manuel Valls donnera une grande interview ce soir à la télévision. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? Non, strictement rien. Ah non, mais là, j'attends plus rien d'eux depuis bien longtemps. D'ailleurs, je vous cache pas, je pense que les Français n'en attendent plus rien non plus. Donc il faut faire quoi? Attendre? Il y a encore 2 ans et demi? Mais c'est un peu ça. Mais je veux dire, moi qui suis très souvent au contact des Français, j'étais encore samedi au salon des services à la personne. C'était d'ailleurs très intéressant parce que ça aussi c'est un chantier d'avenir qui est fondamental. Hein. Nous avons 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans. Il y en aura 20 millions dans quelques années. Il faut donc s'attacher à répondre à ces problématiques. Les Français n'ont plus aucune espérance dans le gouvernement socialiste. Ils attendent en effet des élections qui leur permettrait de pouvoir changer la politique le plus vite possible. Alors, par l'intermédiaire de législatives anticipées, si le président de la République le décide. Sinon, il faudra attendre 2 ans et demi. D'ici là, il y aura les départementales, il y aura aussi les régionales qui pourront en partie changer un peu, peut-être, les politiques qui, au moins sur les territoires, sont mises en œuvre. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit renoncer à ses indemnisations d'anciens, ses indemnités d'anciens présidents de la République? Est-ce qu'il doit renoncer à siéger au Conseil constitutionnel depuis qu'il est président de l'UMP? Ça pose un vrai problème juridique, sa qualité de membre du Conseil constitutionnel, car le Conseil constitutionnel est l'instance qui vérifie notamment la tenue correcte des élections. Or, il est dit dans les textes qu'on ne peut pas être président de parti politique et en même temps membre du Conseil constitutionnel. Il faut dire que jamais dans l'histoire on a vu comme ça revenir un ancien président battu. C'était peut-être une bonne tradition d'ailleurs. Faut regretter que finalement... Donc de toute façon, il va falloir trouver une solution parce que il y a un vrai problème, il est en l'occurrence jugé parti. Soit il quitte l'UMP, soit il quitte le Conseil constitutionnel. Oui, mais le problème c'est qu'il n'a pas la possibilité de quitter en l'état des textes le Conseil constitutionnel. Donc il faudra peut-être faire une modification des textes. On accueille tout de suite Emmanuel Cos, la secrétaire nationale, chacun a ses titres. Il y a la présidente du Front National, il y a la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. C'est l'heure du face-à-face. Bonsoir Emmanuel Cos. Quand vous êtes arrivé à la tête d'Europe Écologie Les Verts, voilà comment vous avez désigné votre adversaire. Nous devons proposer une Europe qui fait rêver, refaire croire à l'Europe, et nous avons la responsabilité d'être le pendant de l'obscurantisme nationaliste, du retour aux frontières, du repli sur soi. Demain, aux européennes, ce sera Front National contre Europe Écologie Les Verts. Ce sera l'extrême droite contre les écolos. En gros, vous estimez que votre adversaire, c'est le Front National, ça l'était pour les européennes, ça l'est plus globalement. C'est pas très original. Eh bien, vous êtes face à face, justement, oubliez-moi un peu, et vous êtes face à Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Et oui, je pensais il y a 1 an que nous étions vos adversaires, et je continue à le penser, et c'est pas parce que d'autres le font que nous allons l'arrêter. Moi, je vous ai écouté longuement ce soir, et j'ai en fait un drôle de sentiment après vous avoir écouté longuement.
en fait un sentiment un peu d'imposture, et je vais m'en expliquer évidemment. Vous l'avez dit, vous êtes prête à attendre 2 ans, vous pensez aller vers des hautes responsabilités, en tout cas vous attendez que les Français vous soutiennent pour ça, et en même temps, moi ce que je vois, c'est dans vos propositions pas grand-chose, et dans vos actes des choses qui sont totalement contradictoires avec ce que vous dites. Déjà, moi, je vois aussi ce que font les élus Front National dans les collectivités, où c'est quand même pas les plus assidus. C'est y compris, vous avez encore redit que vous étiez anti-système, vous êtes quand même un parti qui pratique le cumul des mandats, comme tous les autres partis importants de ce pays, notamment l'UMP et le PS. On l'a encore vu aux dernières sénatoriales. Vous utilisez, comme d'autres partis, la technique des micro-partis pour financer votre politique. Et surtout, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans la période, c'est que vous avez parlé des Français, de leurs difficultés, et que je ne vois pas ce que vous proposez en face. Ou enfin si, ce que je vois, c'est, vous l'avez dit, un repli sur soi, un retrait de l'Europe, un retour vers notre petit pays, alors qu'on est face à des problèmes mondiaux. Et notamment, puisque je suis là pour parler d'écologie, à un moment où on est face à un dérèglement climatique réel, on l'a encore vu la semaine dernière avec des inondations qui sont très liées au dérèglement climatique, un réchauffement climatique important, un problème de biodiversité, une précarité énergétique rampante dans notre pays avec 20% des Français qui en sont victimes. Et pour tout ça, vous nous répondez la réponse est française, alors que nous croyons que la réponse, elle est mondiale, qu'elle est européenne, notamment parce que face au réchauffement climatique, il n'y a pas de frontières, comme face aux accidents nucléaires, il n'y a pas de frontières non plus. Marine Le Pen. Bon, Madame Cos, je vais vous répondre 2 minutes sur le cumul des mandats. Nous sommes contre le cumul des mandats, mais il se trouve qu'on a envie de jouer avec les mêmes armes que nos adversaires. Bah oui, d'accord, mais nous, on est contre le cumul des mandats et on n'exerce pas le cumul des mandats. Mais vous avez des ministres, vous êtes bien souvent dans des exécutifs avec le PS, etc. Bah oui, mais on ne cumule pas les mandats. Oui, ce que je veux dire, nous sommes un mouvement qui nous battons avec rien. Voilà, juste la force de nos convictions. Comme les écologistes. Donc, si vous voulez, moi je me bats avec une fourchette, les autres en face ils ont un char. Je me dis que je vais quand même pas poser ma fourchette. Vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas être contre le cumul des mandats et le mettre en œuvre. Comprenez que nous faisons beaucoup plus de voix que vous, mais que nous avons beaucoup moins de moyens que les vôtres. Non, vous avez beaucoup plus de moyens parce que moi j'en prêterai pas 30 millions pour les cantonales et les régionales. Donc excusez-moi, vous avez beaucoup plus de moyens que moi, mais je vois que vous êtes contre le cumul des mandats, mais que vous le pratiquez. Et je pense que vous êtes pour la parité, et ça je sais que vous la pratiquez, puisqu'on est les 2 seuls partis à l'avoir pratiquée. On est contre la parité, mais on l'applique quand même. En l'occurrence. Là-dessus, voilà. Au moins, vous êtes 2 femmes. Bon, allez, Madame Cos, moi je vous demande juste d'avoir un discours respectueux. On peut ne pas être d'accord ensemble et nous ne le sommes pas. Mais il est respectueux. Nous ne le sommes pas. Vous me parlez d'imposture. Non, je ne le crois. Honnêtement, je crois que c'est très violent de votre part. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous croyons profondément à ce que nous défendons. On peut ne pas être d'accord avec nous, mais on ne peut pas dire que notre projet n'est pas cohérent, car je crois que où que l'on regarde, il y a une vraie cohérence dans le projet que nous avons construit. En revanche, ça n'est pas votre cas. Et je ne vous traiterai pas d'imposteur, ce serait, à mon avis, déplacé, mais je pense que vous êtes incohérente. Votre mouvement, en tout cas, l'est. Vous êtes incohérente parce que vous défendez, au travers de l'Union européenne, au travers de l'absence de frontières, un modèle qui est profondément anti-écologique. Mais le plus anti-écologique qui existe. L'idée du libre-échange total, d'aller faire fabriquer des produits à 10 000 kilomètres, avec des gens qui sont traités comme des esclaves, avec des entreprises qui déversent leurs déchets sans aucun contrôle et qui tuent la planète, pour aller les faire consommer 10 000 kilomètres plus loin, aller les faire retraiter dans des pays pauvres d'Afrique. Si ça c'est l'écologie, alors je suis désolé, mais moi je tombe de ma chaise. C'est votre lecture de l'Europe et ce n'est pas ça l'écologie. Mais c'est le libre-échange, vous le voyez bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, pour justement avoir une politique écolo, faire en sorte que l'on lutte contre le réchauffement climatique, les pollutions, vous ne faites pas ça au niveau français. Et on le voit bien d'ailleurs, regardez un exemple, la pollutaxe, l'écotaxe sur les transports routiers.
C'est une solution européenne qu'il faudra à l'avenir si on veut vraiment diminuer la pollution de l'air liée au trafic autoroutier. Et n'arrêtez pas d'attaquer l'Europe. L'Europe dont vous parlez, c'est une Europe défendue par les ultralibéraux que vous fréquentez au Parlement européen, qui ne sont pas du tout nos alliés. Je dis que vous fréquentez, je n'ai pas dit que vous étiez avec eux. Vous les voyez suffisamment au Parlement européen quand vous y êtes. Nous ne fréquentons pas ces gens-là et ce n'est pas notre vision d'Europe. Par contre, ce que je sais, c'est que pour demain, faire face par exemple à la précarité énergétique, isoler les logements, faire réduire les factures d'énergie des personnes, il faut une solution européenne et pas simplement une solution locale. Ça n'est pas Bien vrai. sûr que si. Mais Bien non, sûr ça que n'est pas si. vrai. On peut parfaitement, et je suis parfaitement d'accord sur ce sujet, on peut parfaitement faire cela, et on ne peut d'ailleurs faire cela que au niveau national. La réalité, c'est que la transition énergétique, elle nécessite un investissement tellement massif qu'on ne peut pas le faire si on ne maîtrise pas notre monnaie, si on n'a pas une banque nationale. Parce que c'est elle qui peut prêter à un taux d'intérêt zéro ou un taux d'intérêt très faible pour justement investir dans cette transition énergétique. À partir du moment où notre économie est entre les mains de la BCE et que la France est sous la coupe des banques privées, alors on ne pourra pas investir pour cette transition énergétique. Expliquez-moi pourquoi les autres pays européens, l'Allemagne, mais aussi le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, eux, ont créé des prêts pour les particuliers sur la question de la rénovation thermique. Excusez-moi. Prenez pas l'exemple de l'Allemagne, parce qu'en matière de pollution, honnêtement, le choix qu'ils ont fait est vraiment un choix dramatique. Aujourd'hui, l'Allemagne a un système financier avec une banque qui fait des emprunts pour les particuliers, pour leur permettre d'isoler leur logement, de les rénover. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, on consomme 20% d'électricité en moins, parce qu'on a une très bonne efficacité énergétique. Ce système de prêt pour l'isolation est une bonne mesure. Le problème, c'est que sous l'influence des Verts, on est parti dans tous les sens. Parce qu'il fallait toujours une idée nouvelle. Et au lieu de faire une chose, on aurait dû pendant 15 ans faire une chose, l'isolation. Et tout investir sur l'isolation. On est parti sur l'éolien, sur les panneaux solaires, fabriqués en Chine au passage, bon, ce qui n'est pas quand même pas absolument génial, hein, notamment quand il s'agit de les démonter et de les retraiter. On est parti à droite, à gauche, parce que vous fourmillez d'idées. Il n'y a qu'un malheur, c'est que en réalité, on a saupoudré l'argent public n'importe comment et qu'on n'a pas obtenu les résultats que l'on voulait obtenir. Mais cette transition énergétique, moi j'y crois, mais j'y crois encore une fois avec un investissement d'un État stratège dans une vision de long terme qui nécessite que nous maîtrisions nos finances. Sinon, ça ne se fera jamais. Quant aux frontières et quant aux droits de douane, Madame Cos, écoutez, si on mettait des droits de douane qui augmentent, plus l'entreprise traite mal ses salariés, les paye avec des lance-pierres, les traite comme des animaux, ne respecte aucune norme environnementale, ne respecte aucune norme de sécurité des consommateurs, plus ils sont importants, plus l'entreprise va dans le bon sens, moins ils sont importants. Ça, ce serait le moyen d'avoir une action directe, au moins sur les entreprises qui veulent importer dans notre pays. Vous le refusez. Eh bien, encore une fois, le libre-échange, je suis désolé de vous dire, c'est la règle du plus pollueur. C'est la règle du plus violent socialement. C'est bien pour ça que d'une part, je n'ai pas votre lecture de l'Europe et je ne suis pas dans cette lecture du libre-échange, et qu'ensuite, nous pensons qu'il faut mettre des systèmes pour justement faire que ceux qui polluent payent. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons toujours défendu l'écotaxe. Mais vous parlez de transition énergétique, nous croyons que c'est une clé d'avenir pour notre pays, pour l'économie, qu'elle peut produire des emplois. J'ai vu aussi que vous le disiez lors de votre congrès la semaine dernière. Alors, ce qui m'étonne, c'est pourquoi, dans ce texte de loi qui a été discuté il y a un mois à l'Assemblée nationale, où on est au cœur de la question de la précarité énergétique, vous avez produit 2 amendements. Quand je dis vous, ce sont les parlementaires Front National. 2 amendements, dont un qui est de supprimer la limite des émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je veux bien qu'on m'explique que vous voulez lutter contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique, mais si vous ne voulez pas qu'on diminue l'émission des gaz à effet de serre et donc qu'on agisse sur les mobilités, sur le logement, en l'isolant, sur la pollution de l'air, j'aimerais que vous m'expliquiez comment est-ce que vous allez faire cela. Et c'est pour ça que je parle d'imposture, c'est pas de la violence de votre part, c'est que objectivement, vous dites des choses et vous faites le contraire. Non, l'imposture, c'est le droit à polluer, par exemple, vous voyez, qu'on achète, etc., que les entreprises se rachètent les unes aux autres. Ça, c'est vraiment une imposture monstrueuse. Il y a des mesures à prendre, Madame Cos. Il y a des mesures qui permettraient d'ailleurs de défendre l'emploi français. Ce sont celles que nous proposons à peu près tous les 2 mois au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Nous faisons une motion ou un vœu pour demander à ce que les
critères sociaux et environnementaux soient mis au maximum dans les marchés publics. Et à chaque fois, les Verts votent contre. Alors moi, je comprends pas. Parce que ça permet de faire travailler des entreprises de proximité. C'est ça aussi le patriotisme économique. Et le patriotisme économique, c'est profondément écologique. Puisque par définition, c'est produire au plus près de l'endroit où c'est consommé. Ça permet donc de donner un avantage aux entreprises qui sont sur le territoire, face aux entreprises qui sont en dehors du territoire et bien souvent dans d'autres pays européens dont on sait que les salariés n'ont pas de protection sociale. Ça permet d'éviter évidemment les déplacements qui sont un des sujets quand même de pollution majeure, le déplacement des produits d'un pays à un autre, et les Verts votent systématiquement contre. Ce ne sont pas les seuls, le PS aussi, parce que vos amendements ne etc. disent pas ça, mais si vous voulez travailler contre la pollution, moi j'attends vos propositions, contre par exemple la pollution de l'air. On sait qu'aujourd'hui, les Français perdent 6 mois d'espérance de vie quand ils vivent dans une agglomération urbaine à cause du trafic autoroutier du diesel. J'ai lu aussi vos commentaires sur le diesel. Arrêtez de faire grossir les agglomérations à ce moment-là. Arrêtez de défoncer totalement l'organisation territoriale de France. Qu'est-ce que vous faites pour limiter la part du diesel dans l'émission des pollutions de l'air? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos propositions pour les futures élections régionales ou pour d'autres élections sur le sujet? C'est une des premières préoccupations des Français. Vous faites de l'écologie à la trique. Voilà. Non, absolument pas. Moi, je demande des actes et des réalisations concrètes. Et c'est ce que je fais dans mon mandat régional pour ma part. Quand on a qu'un clou, toutes les solutions ressemblent à un marteau. Voilà à quoi ressemble votre politique. Vous n'avez pas de solution. C'est-à-dire que vous tapez sur les Français et les taxes et les impôts et l'écologie punitive et les Français et vous mettez en œuvre des normes sans même vous rendre compte d'ailleurs que la multiplication de ces normes, et vous le savez bien, a une influence évidemment sur des entreprises qui n'arrivent plus à les mettre en œuvre parce qu'elles n'en ont absolument plus les moyens. Vous savez, aujourd'hui, alors que vous ne vous attaquez pas, encore une fois, à la macroéconomie, c'est-à-dire à un modèle qui est en train de nous tuer. Il y a des Français qui ne font pas sortir leurs enfants parce qu'ils sont asthmatiques à cause de la pollution de l'air. Vous me parlez des normes. Nous, on a mis en place des normes pour que les logements construits et isolés soient extrêmement bien isolés pour réduire les factures énergétiques. Et moi, j'ai aidé des... Vous me parlez d'isolation, c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec vous, l'isolation. Et je peux vous dire en plus que nous avons eu des effets extrêmement importants. Moi, dans mon mandat régional, je subventionne des réhabilitations. Les ménages gagnent 400 € par an de factures énergétiques. Et c'est ça des actes. Et c'est pour ça que je vous pose la question. La pollution de l'air, c'est un sujet majeur dans notre pays. Et pas simplement d'ailleurs dans la zone urbaine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez sur ce sujet? Moi, nous proposons d'arrêter de saupoudrer, de faire tout en même temps. Où est-ce que vous mettez l'argent? Où est-ce que vous le mettez? Dans l'isolation. Je pense que c'était la chose essentielle. Qu'est-ce que vous faites face au diesel? Moi, ça m'intéresse. Vous parlez de l'industrie. Qu'est-ce que vous faites face au diesel? Non, mais vous faites comme vous faites d'habitude. Mais vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Comment est-ce que vous pouvez défendre un système ultralibéral comme vous le faites? Je ne défends pas un système ultralibéral. Si, vous luttez contre les frontières, vous l'avez encore dit dans l'extrait qui est passé là. Vous êtes contre les frontières. Vous êtes donc pour un système de libre-échange total. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que ce modèle-là est un modèle qui préserve la planète, alors que tout à fait évidemment, il tue notre planète et il crée des millions de chômeurs? Caricaturez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous demandent des actes. Je vous pose une question. Moi, je vous demande des actes en matière d'écologie. Vous faites quoi? Je vous n'avez toujours pas répondu. De la même manière que sur le diesel, vous ne répondez pas. Vous parlez tout à l'heure de transition énergétique. Mais excusez-moi, oui, le diesel, c'est un sujet majeur. Mais on peut parler d'autres sujets. Parlons du nucléaire. Parlons du nucléaire, c'est pareil sur le nucléaire. Le diesel, on nous a poussé pendant 25 ans à acheter du diesel. Et nous l'avons toujours dénoncé. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire de Madame Hidalgo, que vous devez d'ailleurs probablement soutenir, on est en train de dire aux Français, en 2020, en gros, mort aux pauvres, quoi. Vous ne pourrez pas venir d'en parler parce que vous avez du diesel. Absolument pas. Mais c'est scandaleux. Ce que l'on dit, c'est comment est-ce qu'on aide des ménages à justement changer de véhicule, parce que moi, je connais beaucoup de ménages qui n'ont pas envie de rouler au diesel, et en plus, c'est faux de penser que ça coûte moins cher. Ça, c'est un mensonge qu'on a sorti pendant 40 ans. C'est un mensonge d'État, donc. Et surtout industriel. Oui, d'accord, mais enfin, soutenu par les socialistes, avec lequel vous avez gouverné pendant déjà un certain nombre d'années. Avec tout le monde. Excusez-moi. Non, c'est trop facile, tout le monde. Bah si, toute classe politique. Les seuls parlementaires qui déposent des amendements sur le diesel depuis des années, ce sont les écologistes. Même vos parlementaires, ils n'ont rien proposé sur le sujet. J'ai regardé leur travail à l'Assemblée nationale. C'est suffisamment fait pour avoir vu sur quoi ils ont été. Ils n'ont jamais été sur ces sujets-là. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'à chaque fois, vous dites on va faire des choses, vous le faites pas. Sur le nucléaire, c'est pareil. J'ai vu, vous dites que pourquoi pas
va sortir un jour, mais pas maintenant. Ah oui. Ben oui, mais excusez-moi. Donc c'est quand que vous agissez sur l'écologie? C'est jamais le temps. On a vu ce qu'a fait l'Allemagne. Non, moi je suis pour l'instant, et c'est à cause de vous d'ailleurs qu'on a cessé d'investir dans le nucléaire pour le sécuriser et pour obtenir au maximum, si vous voulez, le retraitement des déchets pour qu'il n'y ait plus de problématiques, en tout cas les limiter au maximum. On ne sait pas les retraiter, donc il faut dire les choses. Eh bien voilà, oui, parce qu'on n'a pas investi dans la recherche, parce que sous la pression des Verts, eh bien on était là, on n'osait plus ni parler ni toucher au nucléaire. Moi je crois que c'est une erreur, et vous savez très bien, et dites-le aujourd'hui, que l'Allemagne qui envisage, enfin qui a mis en œuvre l'abandon du nucléaire, est probablement un des pays les plus pollueurs d'Europe. Dites-le, parce que c'est la réalité. Je vous rappelle que l'Allemagne n'a pas 75% de sa production énergie et de l'énergie par l'électricité nucléaire. Pas chère. L'énergie pas chère. C'est faux qu'elle est pas chère. Mais non, elle est pas chère parce qu'on met pas tous les coûts de retraitement des déchets et les coûts de sécurité. Vous savez très bien, et c'est des chiffres qui sont aujourd'hui avérés, il y a 58 réacteurs en France, 58 réacteurs nucléaires. On estime qu'il faut 2 à 3 milliards par réacteur pour les faire vivre plus longtemps. Vous espérez aller aux plus hautes fonctions, notamment présidentielles. Vous serez, dans ce cas-là, amené à réfléchir là-dessus. Vous dites quoi? Vous les investissez, 58 milliards, ou vous mettez cet argent sur la transition énergétique, sur la création d'énergie renouvelable? Pas l'autre. Et c'est là où vous êtes une idéologue. Et c'est là où on reconnaît la femme de gauche. Ça, c'est drôle. Mais oui, parce que vous n'avez pas de vision pragmatique. Vous avez transformé l'écologie en idéologie. Bien au contraire, avec, moi j'ai des encore une actes fois, et vous me beaucoup répondez pas d'incohérences. précisément. Parce que quand on est, encore une fois, pour l'uniformisation portée par l'Union européenne, on n'est pas vraiment écologiste, parce que l'uniformisation, c'est le contraire de la diversité des cultures et des sociétés humaines. Vous voyez, donc moi je défends la diversité des cultures et des sociétés humaines, je m'oppose à l'uniformisation portée par l'Union européenne. Encore une fois, l'écologie, c'est produire au plus près, retraiter sur place, c'est avoir des frontières. C'est le contraire du modèle. C'est le contraire du modèle ultralibéral. Au Parlement européen, aujourd'hui, ils sont en train de voter l'autocertification. C'est bien ça. Eh bien, j'ai pas entendu les Verts s'élever contre cette situation. De mes questions. Non, mais Marine Le Pen, sur la question, je vous ai répondu sur le nucléaire. Sur la question de l'investissement des milliards. Mais je vous l'ai dit, il faut investir dans la sécurisation de notre entreprise nucléaire. Il faut le faire. Donc vous parce que nous ne sommes pas en situation aujourd'hui d'avoir une énergie alternative, en tout cas pour les besoins qui sont les nôtres. Donc tous les pays européens peuvent le faire, mais pas nous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un problème d'indépendance et c'est un problème de sécurité. Alors, parce que sinon, on va laisser nos structures vieillir et après, les Verts viendront nous dire « Ah ben, vous voyez, ça a vieilli, il faut Madame tout Le Pen, l'indépendance en matière nucléaire, je rappelle juste que 100% de l'uranium consommé en France est importé. Il n'est pas français. Non, mais il faut arrêter avec l'indépendance sur le nucléaire. Nous ne sommes pas du tout indépendants. Nous pillons des mines dans un grand nombre de pays et nous ne sommes pas indépendants. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Il n'y a pas de pillage en Afrique. Vous ne devriez pas parler de pillage en Afrique quand vous avez gouverné avec le Parti Socialiste. En tout cas, ce que je vois, c'est que quand vous pensez que la France, elle, ne peut pas faire sur la transition énergétique, ce qu'a fait y compris le Portugal ou même Malte, qui aujourd'hui sont plus en... Ils ont pas ce que je vous dis. Mais si. Je vous dis, madame, que pour financer, parce que vous les trouvez où vos milliards? Ça vous... Non, on les trouve en effet aujourd'hui. On réinvestit une partie justement qui est prévue pour le nucléaire, pour la création d'énergie renouvelable. Donc vous prenez les investissements pour sécuriser le nucléaire, vous les retirez à la sécurité du nucléaire pour les mettre dans la transition. Nous fermons des réacteurs pour en effet développer l'énergie éolienne, y compris créer des emplois. Alstom a ouvert il y a peu une usine à Saint-Nazaire pour l'éolien offshore. Vous parliez de la mer tout à l'heure. C'est 2000 emplois locaux qui sont créés. C'est beaucoup plus que ce qui est créé dans le nucléaire. Et aujourd'hui, le problème n'est pas un problème d'argent. Le problème est un problème d'un choix politique et d'une vision à longue durée. Vous avez parlé d'un État stratège. Il faut en effet un État stratège sur la question énergétique. Il y a un problème 10, 20 et 30 ans. Il y a un problème d'argent. Et si nous ne retrouvons pas, encore une fois, une Banque de France capable de porter des grands projets d'investissement à un coût zéro, puisque les intérêts sont à zéro, alors nous ne ferons aucun des grands projets dont vous parlez. Mais alors car aujourd'hui, il y a 2000 milliards d'euros de dettes. Voilà. Alors je sais que vous avez défendu la politique d'austérité portée par le Parti Socialiste. Si, madame, pendant
2 ans et demi, vous avez dirigé avec eux. Et les Français ont bien vu que les Verts, qui semblent quand même un syndicat de défense des élus, parce que vous pouvez pas me dire, restez avec les socialistes, excusez-moi, pour se faire élire. Honnêtement, on pourrait avoir des Marocains ministériels, c'est quand même pas très glorieux quand on voit la politique d'austérité qu'ils ont mis en œuvre pendant 2 ans. On vous a pas entendu, vous êtes resté au gouvernement avec votre petite niche, mais encore une fois, l'écologie, c'est pas uniquement le diesel ou la qualité de l'air. L'écologie, c'est tout le système économique. Absolument, mais justement, ce que je vous dis, c'est que vous le ce défendez. système, il est mondial. Vous le la défendez. question écologique environnementale, elle est mondiale. On aura l'année prochaine la conférence environnementale sur le climat à Paris et vous verrez que c'est un sujet mondial. Et ce que je vous reproche, c'est d'avoir une vision que nationale. Sujet mondial, solution nationale. Non, justement, sujet mondial, solution mondiale. Et c'est bien là la différence. Eh bien là-dessus, et c'est bien celle-là la différence. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur le mondial. C'était pas le but. Ou le national, mais visiblement vous êtes quand même toutes les deux d'accord pour dire que l'écologie est une grande cause. Tout à fait. Merci Emmanuel Coste d'avoir été avec nous. Marine Le Pen, on vous retrouve dans un instant et c'est Laurent Neumann qui nous rejoint. Laurent Neumann d'RMC pour l'After RMC. Il a tout écouté, on va un peu plus loin, à tout de suite. Bonsoir Laurent Neumann. Bonsoir Apolline. Merci d'être avec nous. Vous avez écouté toute cette émission et notamment, vous vouliez revenir sur les emprunts russes. Oui, bonsoir Madame Le Pen. Je vous ai écouté attentivement et il y a eu un moment quand même assez savoureux dans l'entretien que vous avez accordé à Apolline. Je voudrais qu'on regarde ce passage. Elle est banco. Et c'est pas moi qui vais en être la victime, ce sont les banques qui nous ont refusé. Donc vous le ferez, voilà. Je vais le faire. Publierez, je vais le faire. Je vais publier et je publierai également les courriers adressés aux banques qui n'ont même pas eu la correction de nous répondre. D'accord, voilà. Donc vous le publierez. Allez, bingo. Marine Le Pen, ça va winner là dans les... Voilà, je voulais qu'on entende la fin quand même. C'est un drôle de retournement de l'histoire quand même, parce que quand on a un peu de mémoire, on se souvient que votre père, il y a 20 ans, 30 ans, critiquait le Parti communiste qui était financé par Moscou. On parlait même de l'or du Kremlin. Donc moi, je voudrais vous poser une question extrêmement simple. Quand on est comme vous, l'oriflamme bleu, blanc, rouge du souverainisme, de l'indépendance nationale, du patriotisme, est-ce qu'il est politiquement cohérent de faire appel à une banque russe? Autrement dit, je vais vous demander la chose autrement. Est-ce qu'au fond, cet emprunt, ça n'est pas votre première grosse faute politique? Et Monsieur Neumann, vous qui êtes l'oriflamme du journalisme indépendant, impartial, sérieux et crédible, c'est très gentil. Comment osez-vous me poser une question comme celle-là? Bah parce que c'est un problème de cohérence politique en l'occurrence. Non, il n'y a absolument aucun problème de cohérence politique. Quand le Parti communiste était financé par Moscou, il l'était par l'intermédiaire d'argent qui provenait directement des caisses vers les caisses du PC. C'était pas des emprunts, permettez-moi de vous dire. Aujourd'hui, vous êtes le défenseur d'un monde sans frontières où tout le monde peut aller emprunter où il veut. Tout le monde peut aller. Laurent Neumann vous pose une question, il ne défend rien du tout, il est là. Une erreur politique ou pas? Madame, est-ce que c'est un problème d'incohérence politique ou pas? Laissez-le se défendre tout seul. Oui, tout simplement. Je défends comme ça. Voilà. Il défend tout seul, il n'y a absolument aucun problème, Marine Le Pen. Si vous voulez, je peux vous poser la question autrement, Marine Le Pen. Non, mais moi, je vais vous dire, vous êtes le défenseur d'un monde sans frontières. Non, Si, à chaque fois, moi, je vous écoute aussi, croyez pas, vous n'êtes pas le seul à m'écouter. Moi, je vous écoute régulièrement. Vous êtes le défenseur du système ultralibéral, qui a d'ailleurs démontré qui s'est craché lamentablement, mais ça c'est un autre problème. Bon, un jour on en reparlera. Et aujourd'hui, vous me défendez les frontières. Non, je voudrais que vous répondiez à ma question. Donc vous me défendez les frontières et vous m'interdisez d'aller emprunter à l'étranger au motif que les banques françaises ne veulent pas me prêter. Alors comment je fais? Alors très bien, je vais vous poser la question autrement parce que vous n'y répondez pas. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Marine Le Pen, si ce soir, Apolline de Malherbe, vous avez appris que l'UMP était financée par une banque américaine ou une banque de la City. Mais ça, si elle vous avait appris que l'UDI était fonctionnelle, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma question. Si elle vous avait appris que l'UDI était par exemple financée par une banque suisse ou luxembourgeoise, vous ne vous seriez pas saisi de ce sujet pour le critiquer? Mais en aucune manière, vous n'auriez posé aucun problème politique. Et je vous redis une chose. Demain matin, une banque américaine prend la place de la banque russe. Vous verrez que je ne changerai pas un iota des critiques que je formule à l'égard de la politique américaine. Pas un iota. Voilà. Par conséquent, ce prêt, et je le dis solennellement, n'a aucune influence sur ce que nous pensons, sur ce que nous avons à dire en matière géopolitique, que nous disons d'ailleurs depuis de très nombreuses années. Vous admettrez qu'il y a là tout de même une cohérence, et j'aurais, et je le dis solennellement aussi,
considérablement préféré qu'un établissement français, que nous avons sauvé au passage avec de l'argent public, eh bien, vienne pour faire une opération avec un parti politique légal dans notre pays, j'aurais trouvé ça beaucoup plus simple. Je note très bien qu'il n'y a pas d'incohérence politique à défendre le souverainisme d'un côté et à emprunter de l'argent à une banque russe. Mais je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet, si vous voulez. Très bien, vous avez peut-être trop l'habitude des valises de billets du Qatar qui circulent dans la vie politique française, ou de Libye, vous ou de Syrie. Vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Non, mais je vous dis, peut-être que comme observateur, vous avez trop vu ces corruptions pour penser que l'on puisse faire une opération parfaitement légale, avec un contrat signé, avec des intérêts, avec une date de remboursement. C'est vrai que ça fait de nous des gens un peu à part dans la vie politique française. La seule chose que j'ai appris cette semaine, c'est que votre père, à travers une société de financement, avait lui aussi emprunté 2 millions d'euros à une banque chypriote dirigée par un Russe. C'est tout ce que j'ai découvert cette semaine. Bien. Non, il est en train de rembourser. Oui, d'accord, mais donc il le rembourse. Mais ça fait 2 dans la même semaine. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet. Mais je vois que vous n'êtes pas internationaliste pour certaines choses. Hein. Vous l'êtes pour beaucoup de choses, mais pas pour ça. Oh, vous ne savez pas ce que je pense. Deuxième sujet sur l'immigration et notamment sur l'antisémitisme à propos des événements de Créteil. Je voudrais qu'on vous réécoute à nouveau, si vous le voulez bien. La solution, c'est d'abord d'arrêter l'immigration, car plus il y a d'immigration anarchique... Donc pour vous, il y a un lien direct entre l'immigration et l'antisémitisme. Mais plus le fondamentalisme prospère, madame. C'est un fait. Donc si je comprends bien l'équation, pour être clair, immigration égale fondamentalisme égale antisémitisme, et la solution que vous préconisez, c'est il faut arrêter l'immigration. Donc je vais vous poser la question très simple, de quelle immigration parlez-vous? L'immigration de travail, le droit d'asile, les étudiants étrangers qui viennent étudier en France, le regroupement familial. Soyez précis, qu'est-ce qu'on arrête concrètement? Parce qu'aucun pays, a priori, n'a réussi à arrêter l'immigration. Vous avez entendu ça, vous venez de dire il faut arrêter l'immigration. Il faut arrêter l'immigration. Égale fondamentalisme, égale antisémitisme. C'est ce que vous avez retenu. C'est ce que vous avez dit. Vous croyez que ce travail est sérieux? C'est ce que vous venez de dire. Non. J'ai dit, alors merci de me permettre de le réexpliquer encore plus longuement. J'ai dit très clairement qu'il y a un lien absolument direct entre l'immigration anarchique et la montée du fondamentalisme dans notre pays. Je le dis et je le redis. Et je crois que des millions de Français pensent la même chose que moi. Et que par conséquent, continuer cette immigration massive et anarchique, c'est créer les conditions du développement de ce fondamentalisme. Ce fondamentalisme, il se développe par l'intermédiaire d'une immigration massive, il se développe aussi par l'intermédiaire du laxisme d'État, qui a fermé les yeux sur la montée du fondamentalisme, qui a accusé toute personne qui montrait du doigt la montée du fondamentalisme en le traitant d'islamophobe. Et du coup, eh bien, personne n'osait dire quoi que ce soit de peur d'être traité d'islamophobe. Eh bien, le fondamentalisme a prospéré et on envoyait régulièrement des éléments qui étaient pourtant extrêmement frappants, des revendications communautaristes de plus en plus importantes. Dans cette montée du fondamentalisme, il y a eu un corollaire qui a été la montée des agressions contre les Juifs. Et je l'avais dit à nos compatriotes juifs, j'avais dit, vous devriez vous tourner vers le Front National, car le Front National est le plus à même de vous protéger contre la montée. Reconnaissez que j'avais bien compris votre raisonnement, donc pouvez-vous répondre à ma question? Non, de quelle immigration parlez-vous? De quelle immigration vouliez-vous parler? Laquelle vous arrêtez? L'immigration de travail, le droit d'asile, les étudiants? Dites-nous. Toute l'immigration. Il n'y a plus d'immigrés en France. Il y a 10 000. Plus d'immigrés qui rentrent en France. Le seuil minimum. J'arrête toute l'immigration. J'arrête l'immigration qui aujourd'hui fait entrer dans notre pays 200 000 immigrés légaux par jour. J'arrête l'immigration clandestine parce que je coupe les pompes aspirantes. C'est-à-dire tout ce qui rend notre pays attractif et qui fait que des gens préfèrent venir en France plutôt qu'ailleurs, y compris de manière clandestine. Car ils y ont, monsieur Neumann, des droits qui sont, dans certains cas, supplémentaires à ceux des Français. Simple. Je le redis. Voilà. Comment fait-on? Eh ben, je vous dis. Non, parce que ça, c'est une incantation, mais comment fait-on pour arrêter l'immigration? Non, mais attendez, les visas qu'on accorde, c'est pas une incantation, c'est un acte politique. On décide d'accorder tant de visas par an. Donc plus de droit d'asile, plus d'étudiants étrangers, plus d'immigration de travail. Mais le droit d'asile est une filière d'immigration. Le droit d'asile est devenu un moyen dévoyé, détourné d'entrer dans un pays et d'y rester. Il y a 85% des demandeurs d'asile qui n'obtiennent pas gain de cause. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent. Voilà. Et pendant le temps de traitement de leur dossier, c'est nous qui les prenons en charge. Nous leur versons des indemnités journalières, nous les logeons, alors que nous n'arrivons même plus à loger les
français dans notre pays. Alors il faut considérablement réduire au maximum ce droit d'asile pour qu'il revienne à ses fondamentaux, c'est-à-dire celui qui est en danger, mis en danger directement par le gouvernement de son pays. Alors attention, parce que j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire « Ah ben vous voyez, en Syrie, il faut ouvrir largement, alors si ce sont des Syriens, à ce moment-là, il faut tous les prendre. » Enfin, pour l'instant, les Syriens qui pourraient éventuellement être persécutés par le gouvernement de Bachar al-Assad, ça pourrait être aussi des fondamentalistes. Alors il faut peut-être faire attention dans la manière dont on distribue quand même l'autorisation de rester sur notre territoire. À propos de Bachar el-Assad, vous aviez dit plusieurs fois votre soutien. Est-ce que vous soutenez, est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à avoir des liens ? Je n'ai pas exprimé à plusieurs reprises mon soutien. J'ai indiqué que la diplomatie, c'est la politique du moins pire, et qu'il m'apparaissait que Bachar el-Assad était moins pire que l'État islamique. Donc entre la peste et le choléra, en quelque sorte. Ah non, je préfère Bachar el-Assad à l'État islamique. Clairement. Je vous le dis très clairement. Là, franchement, je vous le dis très clairement. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. Merci Laurent Neumann. C'est l'heure du 20h Week-end avec Christophe Ondelat.